Comment est-ce que nous, on peut agir pour réduire les phytos dans l'air? Donc on a identifié 4 grands axes. Il y a la réduction, forcément. Moins on met de phyto et moins on en a dans l'air. On a vu qu'il y avait un lien pour au moins une partie des molécules. C'est améliorer les méthodes d'application, à la fois améliorer les conditions météorologiques au moment de l'application, mais aussi le choix du matériel. C'est changer nos habitudes dans le choix des produits, le choix du système, et aménager le territoire, le paysage, avec en particulier des plantations de haies et les filets anti-dérive. On peut éviter l'utilisation en premier lieu avec tout le panel de méthodes alternatives qu'on peut identifier en viticulture. Et j'en ai identifié là quelques-unes, il y en a d'autres. Pour tout ce qui est réduction des herbicides, on a bien sûr le travail du sol avec une destruction mécanique des adventices, ou l'enherbement qui fait une gestion des adventices par la concurrence et qui permet aussi en parallèle de gérer la vigueur de certaines vignes et ainsi réduire leur sensibilité à certaines maladies. On peut aussi avoir par exemple de l'effeuillage qui est le principe de retirer mécaniquement des feuilles au niveau des grappes pour permettre une meilleure aération et pareil réduire le microclimat qui peut se former à ce niveau-là. Ça réduit la sensibilité à certaines maladies, notamment le botrytis, mais on identifie aussi un effet sur l'oïdium parce qu'il y a une plus grande exposition aux UV et l'oïdium n'aime pas trop ça. On peut aussi parler d'ébourgeonnage, que ce soit mécanique ou manuel, du coup pas chimique forcément. Ça c'est l'élimination des bourgeons qui sont non fructifères, soit en tête de cep, soit au pied du cep. Ça permet premièrement de réduire ce qu'on appelle les échelles à mildiou. Le mildiou il hiverne au niveau du sol sous forme d'œuf. Et quand il pleut au printemps, ça remonte sur les feuilles par splashing et les contaminations primaires elles viennent comme ça. Donc ça permet de réduire cette contamination-là et l'ébourgeonnage en tête de cep, il permet de réduire le nombre de feuilles, de réduire le microclimat qui peut se former, de faire une meilleure aération de cette zone-là et donc d'avoir une moindre sensibilité aux maladies. On peut aussi choisir le biocontrôle. C'est d'abord favoriser les équilibres naturels, le parasitisme, la prédation. Là, j'ai mis une photo de chauve-souris. Une chauve-souris, c'est grosso modo 2000 insectes par nuit. Donc, pour les tordeuses, ça reste un facteur de rééquilibrage quand même assez efficace. Et on a aussi tout le panel produits de biocontrôle avec confusion sexuelle, les trichogrammes qui jouent sur le parasitisme du coup, ou tous les autres produits, le soufre, l'argile, qui permettent une régulation des maladies. On peut aussi juste traiter moins et mieux en utilisant des outils d'aide à la décision qui vont, par exemple, dans le cas des modèles, modéliser les périodes où on va avoir le plus de risques de contamination ou qui vont nous permettre d'identifier le rythme de développement des maladies et donc de traiter au bon moment et pas avant. Ça permet de mettre moins de phyto en début de saison. Ça permet aussi de pas traiter trop tard non plus et donc de pas avoir à courir après les traitements toute l'année. On peut donc, comme j'ai dit tout à l'heure, améliorer le moment du traitement. Si on n'a pas le choix, il faut appliquer des produits phytosanitaires. Il faut le faire dans les bonnes conditions, donc notamment les bonnes conditions climatiques. Un vent qui est pas trop fort, inférieur à 9 km/h dans l'idéal, mais qui soit pas nul non plus. Et pour rappel, c'est interdit si c'est supérieur à 19 km/h. Une température idéale, ce serait entre 10 et 25 degrés. S'il fait trop chaud, il y a plus de volatilisation. S'il fait trop froid, les produits sont un peu moins efficaces. Et une hygrométrie supérieure à 50%. Pareil, ça permet de limiter un peu la volatilisation. Bon, les conditions, on les connaît. Maintenant, il y a aussi le matériel qui joue un rôle assez important dans la gestion de la dérive en particulier. Donc, on nous posait une question tout à l'heure sur les buses anti-dérive. Vous avez un petit schéma à droite là qui permet de voir la réduction de la dérive en fonction des buses utilisables. C'est un outil qui est facile à installer sur un pulvérisateur et qui permet quand même d'obtenir une bonne réduction de dérive. Ça joue pas sur la volatilisation. On a un autre système qui fonctionne très bien mais qui n'est pas toujours facile à mettre en œuvre sur le vignoble, en particulier sur des vignobles étroits. C'est tout ce qui est panneaux récupérateurs et tunnels de traitement avec une grande efficacité dans la réduction de la dérive et aussi dans la réduction des produits tout court puisqu'on récupère tout le produit qui n'atteint pas la cible. Donc ça permet d'économiser un peu de produits et
particulièrement en début de saison quand le feuillage est peu développé. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut changer nos habitudes. Notamment, Alfred nous présentait tout à l'heure le lien entre tout ce qui était pression de vapeur saturante du molécule constante d'Henry et la volatilisation, le fait qu'on retrouve ces molécules-là dans l'air. Donc, comme il le disait tout à l'heure, pour les insecticides et les fongicides, plus ces valeurs-là sont élevées, plus les molécules sont volatiles. L'utilisation d'un outil qui nous a présenté tout à l'heure, IFI, en particulier dans le cadre de ce qu'on va nous demander bientôt, les conseils stratégiques pour le renouvellement des certificats, ça permettrait d'avoir une meilleure vision et de peut-être orienter les agriculteurs et les viticulteurs, plus particulièrement là dans notre cas, vers des molécules qu'on retrouve moins dans l'air, qui sont moins volatiles. On peut aussi complètement repenser le système. En France aujourd'hui, on a beaucoup d'AOC, etc. C'est pas facile à faire bouger, donc c'est pas encore très développé, mais les cépages résistants demandent beaucoup moins de traitement forcément, et donc ça permet aussi, en changeant un peu les assolements, en mettant plus de cépages qui demandent moins de traitement, on permettrait de réduire quand même de beaucoup la quantité de produits phytosanitaires qu'on retrouve dans l'air. Le dernier levier qu'on a identifié, c'est l'aménagement du territoire, notamment avec l'implantation des haies. Une haie, selon l'endroit où elle est située, elle peut servir de brise-vent. Donc, en cas de vent, comme dans nos régions, c'est assez fréquent qu'il y ait du vent au-delà de 9 km/h, c'est même plutôt la norme. Donc, avoir des haies de temps en temps qui brisent cette dynamique de vent, ça permet de limiter la dérive derrière. Et si jamais elle n'est pas située avant la parcelle en termes de direction du vent, elle peut aussi permettre de filtrer la dérive à condition que ce soit une haie fermée. Vous voyez le tableau à droite, avec notamment les taillis mixtes, les taillis sous futaies, les futaies irrégulières qui permettent d'avoir plusieurs niveaux et donc permettent de mieux arrêter les gouttelettes qui auraient pu s'échapper de la parcelle. J'ajoute que ça permet de favoriser la biodiversité et que donc on peut reboucler sur ce que je disais tout à l'heure, sur favoriser les équilibres naturels. Plus il y a de biodiversité et plus il y a de prédateurs. Le dernier point pour l'aménagement, c'est les filets anti-dérive. On n'a pas trouvé beaucoup d'études sur la question encore, mais pour l'instant, on identifie que ça permet de réduire la dérive d'un facteur de 2 à 3. Ça a une meilleure efficacité si le filet est pas juste collé à la parcelle. Ils ont fait un test à 1 mètre et 3 mètres et apparemment c'est plus efficace si c'est à 3 mètres. C'est plus rapide à installer qu'une haie, forcément, parce que le temps qu'elle pousse, ça prend un peu de temps, mais ça favorise pas la biodiversité, donc voilà, ça a aussi ses limites.